Il y a un moment ce matin dont tu n'as aucun souvenir. Tu es monté dans ta voiture, tu as tourné la clé, et puis tu es arrivé. Entre les deux, il y avait 20 minutes, 4 feux rouges, un rond-point, peut-être un piéton qui a traversé sans regarder. Tu as fait tout ça. Tu as freiné, tu as accéléré, tu as vérifié tes rétroviseurs, tu as changé de fil. Quelqu'un t'a vu conduire. Pour lui, tu étais là. Et toi, tu n'y étais pas. Ça ne t'inquiète pas parce que ça arrive à tout le monde. On appelle ça être dans la lune, être fatigué, penser à autre chose. On a des mots rassurants pour ça. Mais arrête-toi une seconde sur ce qui s'est réellement passé. Pendant 20 minutes, quelque chose a conduit une machine d'une tonne et demie au milieu d'autres machines, a pris des décisions, a évalué des distances, a réagi à des imprévus. Et ce quelque chose n'était pas toi. Ou plutôt, si, c'était toi, mais une version de toi qui n'a besoin de personne à l'intérieur pour fonctionner. En 1917, un homme a écrit que ce jour viendrait. Pas le jour où on conduirait sans y penser, le jour où on vivrait sans y être. Il a écrit qu'on trouverait le moyen de séparer l'être humain de sa vie intérieure, et qu'une fois cette séparation faite, l'homme deviendrait un automate. C'est son mot, automate. Il l'a écrit en pleine Première Guerre mondiale, il y a plus de 100 ans, à une époque où il n'y avait ni téléphone dans les poches, ni écran dans les salons, ni algorithme pour décider de ce qu'on allait regarder ce soir. Et je vais te dire tout de suite où ça mène, parce que je n'ai pas envie de te faire attendre 1 heure pour une révélation. Ce qu'il a annoncé est en train d'arriver. Mais pas du tout comme il l'imaginait. Et c'est ça, le vrai sujet. Lui pensait qu'on nous le ferait, qu'il y aurait un jour quelqu'un quelque part qui appuierait sur un bouton et que la porte se refermerait de l'extérieur. Il s'est trompé. Personne n'a eu besoin de rien nous faire. On l'a fait nous-mêmes, gratuitement. Et surtout, on l'a fait parce que c'était plus reposant. Voilà où on va. Maintenant, on prend le temps. Cet homme s'appelait Rudolf Steiner. Je te dis son nom une fois, et ensuite tu peux l'oublier. Parce que tu n'as pas besoin de savoir qui il est pour comprendre ce dont on parle. Ce qui compte, c'est qu'il écrivait en 1917 dans un monde en train de se déchirer et qu'il regardait très loin devant. Ce qu'il décrit, c'est une opération en 2 temps. D'abord, on convainc les gens qu'il n'y a rien à l'intérieur. Pas en les forçant, pas en leur interdisant quoi que ce soit. Simplement en organisant les choses pour que la question ne se pose plus. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de regarder par la fenêtre, mais tu peux mettre quelque chose de plus intéressant sur le mur d'en face. Ensuite, une fois que la question ne se pose plus, elle disparaît. Pas parce qu'on l'a détruite, parce qu'on a cessé de s'en servir. Et tout le nerf de l'affaire est dans ce mot-là, servir. On a tous appris à l'école qu'un muscle qu'on n'utilise pas s'atrophie. Immobilise un bras 6 semaines dans un plâtre et quand tu le sors, il est plus fin que l'autre. Il ne s'est rien passé de violent. Personne n'a attaqué ce bras. On l'a juste empêché de servir et il a fait ce que fait n'importe quel muscle qui ne sert plus. Steiner ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas d'une attaque. Il parle d'un plâtre. Et le problème avec un plâtre, c'est qu'on ne le sent pas. Alors la vraie question n'est pas « qui veut nous enfermer ?» C'est beaucoup plus embêtant que ça. La vraie question, c'est « depuis combien de temps est-ce que tu ne t'es pas ennuyé, pas fatigué, pas énervé, ennuyé ?» Le vrai ennui, celui où il ne se passe rien, où tu es dans une pièce sans rien à faire, sans rien à regarder, sans rien à écouter, et où le temps devient soudain très épais. Prends le temps de chercher. Ce n'est pas une question rhétorique. Si tu as plus de 30 ans, tu as connu ça. Les dimanches après-midi de ton enfance duraient des années. Tu regardais le plafond, tu comptais les motifs du papier peint. Tu étais tellement désœuvré que tu inventais des jeux ridicules avec ce qui traînait. Et dans cet ennui-là, il se passait quelque chose que personne n'a jamais pris la peine de te nommer. Tu te parlais. Pas à voix haute, à l'intérieur. Il y avait quelqu'un dans ta tête et tu étais en train de faire connaissance avec lui. Maintenant, la dernière fois que tu as attendu quelque part, ne serait-ce que 40 secondes, qu'est-ce que tu as fait ?
On connaît tous la réponse. On a sorti le téléphone. Pas par addiction ni par bêtise, mais parce que c'est devenu un réflexe aussi automatique que de retirer sa main d'une plaque chaude. Et donc, sans que personne ne nous ait rien demandé, on a supprimé de nos vies le seul moment où on se parlait à soi-même. Je vais être honnête avec toi, quand j'ai commencé à regarder ça de près, ma première réaction a été de me dire que j'exagérais, que c'était un discours de vieux monsieur, le genre de plainte qu'on entend à chaque génération, c'était mieux avant, les jeunes ne savent plus s'ennuyer. J'ai longtemps cru que c'était juste ça. Sauf qu'il y a un détail qui ne colle pas avec cette explication rassurante. Si c'était juste une habitude, on pourrait l'arrêter. Essaye, vraiment. Pose ton téléphone dans une autre pièce et reste assis, sans rien, pendant 10 minutes. Pas 3 heures, 10 minutes. La plupart des gens n'y arrivent pas, et le plus intéressant n'est pas qu'ils échouent, c'est ce qu'ils ressentent en essayant. L'ennui n'a rien à voir là-dedans. C'est de l'inconfort. Quelque chose qui monte, une gêne physique, l'impression qu'il faut absolument faire quelque chose. Ce n'est pas la marque d'une habitude, c'est la marque d'un manque. Et on ne manque que de ce dont on dépend. Et c'est là que la mise en garde de 1917 prend un tout autre relief. Ce qu'il annonce, ce n'est pas qu'on nous prendrait quelque chose de force, c'est qu'on nous donnerait quelque chose de tellement confortable qu'on lâcherait le reste sans s'en apercevoir. Et là où il a vu juste avec une précision qui fait un peu froid dans le dos, c'est sur le mot qu'il emploie pour décrire le résultat. Il ne dit pas qu'on deviendrait des esclaves. Un esclave sait qu'il est esclave. Il dit qu'on deviendrait des automates. Un automate ne souffre pas. Un automate ne se plaint pas. Un automate fonctionne très bien. Il se lève, il travaille, il rentre, il regarde, il dort, il recommence. De l'extérieur, rien ne le distingue de quelqu'un qui vit. Il conduit même très bien, tu te souviens, 20 minutes, 4 feux rouges, un rond-point. La seule différence, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur pendant que ça se fait. Et c'est pour ça que c'est si difficile à repérer. Une prison, ça se voit. Une chaîne, ça se sent. Mais une absence, comment tu veux la remarquer, puisque justement, il n'y a personne pour la remarquer? Bon, sauf que l'être humain a toujours fait des choses sans y penser. Le paysan qui fauchait son champ en 1800 ne pensait pas à chaque coup de faux. La couturière ne pensait pas à chaque point. L'automatisme n'a rien de moderne, et c'est même une trouvaille magnifique du cerveau. Il apprend un geste, il le range dans un tiroir, et il libère la place pour autre chose. C'est vrai, l'automatisme n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui occupe la place libérée. Le paysan qui fauche sans y penser, sa tête est libre. Elle est libre pour ruminer, pour rêver, pour ressasser une dispute, pour préparer ce qu'il va dire, pour ne rien faire du tout. Son corps est occupé et sa tête est vide, et c'est exactement dans ce vide-là que quelque chose travaille. Toi, ce matin, ton corps conduisait, et ta tête n'était pas vide, elle était pleine. Elle repassait une conversation, elle écoutait une émission, elle scrollait mentalement, elle rejouait un message reçu la veille. Donc ce n'est pas la même chose du tout. Lui était absent avec une tête disponible. Toi, tu es absent avec une tête occupée. Et une tête occupée n'a pas de place pour ce qui se demande à l'intérieur si tout ça a un sens. Voilà, c'est ça l'opération. Elle n'a pas besoin de médecin, elle n'a pas besoin de complot, elle n'a besoin de rien du tout. Il suffit qu'il n'y ait jamais de trou dans la journée. Regarde une journée ordinaire, vraiment, regarde-la. Tu te réveilles et avant même d'être debout, tu as déjà regardé un écran. Le temps entre l'ouverture de tes yeux et la première information venue de l'extérieur se compte en secondes. Il fut un temps où ce trajet-là durait 1 heure. On se réveillait, on restait un moment dans le lit, on écoutait la maison, on n'avait rien à consulter. Ce n'était pas mieux, ce n'était pas plus spirituel, c'était juste vide. Et le vide, on va y revenir, ce n'est pas rien, c'est un endroit. Tu te prépares en écoutant quelque chose, tu conduis en écoutant quelque chose, tu travailles avec un fond,
Tu manges devant un écran. Tu rentres avec des écouteurs. Tu passes la soirée devant quelque chose. Et le soir, quand enfin il n'y a plus rien à faire, quand le silence pourrait enfin arriver, tu regardes ton téléphone au lit jusqu'à ce que le sommeil te prenne par surprise. Compte les trous. Il n'y en a pas. Pas un seul moment de la journée où quelque chose ne parle pas à la place de ce qui pourrait parler à l'intérieur. Et personne ne t'a obligé à ça. C'est bien ce qui rend l'histoire intéressante. Chaque fois, tu as choisi. Tu as choisi de mettre de la musique parce que le silence dans la voiture est pesant. Tu as choisi le fond sonore parce que la maison vide fait un drôle d'effet. Tu as choisi de regarder ton téléphone au lit parce que c'est le seul moment tranquille de la journée. Chacune de ces décisions est raisonnable. C'est l'ensemble qui ne l'est pas. Et je pense qu'on est nombreux à sentir ça sans arriver à le dire. Il y a une gêne diffuse, quelque chose qui ne va pas et qu'on n'arrive pas à nommer. Une impression de traverser les semaines sans les habiter. On met ça sur le compte du travail, de la fatigue, de l'époque. On se dit qu'on est juste crevé. Moi le premier, certains soirs je me rends compte que je n'ai pas passé une seule minute de la journée sans qu'une voix, une image ou un texte occupe l'espace. Pas une. Et ce qui m'a le plus surpris quand je m'en suis aperçu, ce n'est pas le constat, c'est que ça ne m'avait pas manqué. C'est exactement ça le muscle sous le plâtre. Il ne fait pas mal. Il ne réclame rien. Il s'efface poliment. Et ça laisse des signes. Parce que si ce texte de 1917 dit vrai, si quelque chose s'est vraiment mis en veilleuse chez nous, ça doit laisser des traces. Pas des traces spectaculaires, des petites choses, des trucs auxquels tu ne fais pas attention parce qu'ils ont l'air normaux. Le premier signe, c'est que tu n'arrives plus à ne rien faire. Je ne parle pas de te reposer. Se reposer, c'est encore faire quelque chose. Tu regardes une série, tu prends un bain, tu vas marcher. Je parle de ne rien faire du tout. Être assis dans une pièce. Sans musique, sans écran, sans livre, sans projet. Juste être là. Essaye de te rappeler la dernière fois. Si tu dois remonter à plusieurs mois, c'est déjà une information. Le deuxième signe est plus discret et il est très révélateur. Tu ne te souviens plus de ce que tu as regardé. Ce n'est pas une question de mémoire. Ta mémoire va très bien. Tu te rappelles parfaitement d'un film que tu as vu il y a 15 ans, d'une conversation d'il y a 3 ans, de l'odeur d'une maison où tu es allé enfant. Mais les 4 heures d'hier soir, celles où tu as enchaîné des vidéos, des articles, des messages, elles ont disparu. Elles n'ont pas été oubliées, elles n'ont jamais été enregistrées. Et si elles n'ont pas été enregistrées, c'est qu'il n'y avait personne à l'intérieur pour les enregistrer. Tu vois où ça mène? Ce ne sont pas 4 heures de ta vie que tu as passées différemment. Ce sont 4 heures de ta vie qui n'ont pas eu lieu. Fais le calcul sur une semaine, sur un mois, sur une année. Le troisième signe, c'est celui qui gêne le plus, alors je vais le dire doucement. Tu n'as plus d'idée à toi. Attention, je ne dis pas que tu es bête, ni que tu n'as plus d'opinion. Tu en as sûrement beaucoup, et tu pourrais les défendre. La question est différente. D'où viennent-elles? Une idée à soi, ça a une histoire. Tu peux dire quand elle est arrivée. Tu marchais, tu étais sous la douche, tu faisais la vaisselle, et elle est venue toute seule, mal formée, un peu bête au début. Et tu l'as tournée dans ta tête pendant des jours avant qu'elle prenne forme. Une idée reçue, elle, arrive déjà finie. Elle est bien formulée, elle a de bons arguments, elle est prête à l'emploi. Tu l'as entendue quelque part et elle t'a plu, alors tu l'as prise. Les deux se ressemblent beaucoup une fois installés. La seule façon de les distinguer, c'est de se demander depuis quand on l'a. Et si on n'arrive pas à répondre, ce n'est pas bon signe. Or, les idées viennent dans les trous. C'est là qu'elles arrivent, sous la douche, en marchant, en conduisant, dans le noir avant de dormir, toujours dans les mêmes endroits, et ce sont toujours les endroits où il ne se passe rien. On continue, c'est fini pour ce passage. Donc, si tu supprimes les trous, tu ne supprimes pas ta capacité à penser. Tu supprimes l'endroit où ça se passe. Et personne ne s'en aperçoit, parce qu'il y a toujours autant d'idées en circulation. On peut se servir, il y en a partout. Simplement, elles viennent toutes d'ailleurs.
On va souffler un peu, parce que je viens de t'annoncer 3 mauvaises nouvelles d'affilée et que ce n'est pas le but. Il faut quand même dire une chose sur cet homme de 1917 et sur ce qu'il craignait vraiment, parce qu'on va lui rendre justice, et ensuite on va montrer où il s'est trompé. Il écrivait pendant une guerre, et ce qu'il a saisi n'est pas l'horreur, c'est que tous ces gens faisaient correctement leur travail. L'employé qui note un chiffre dans une colonne ne tue personne. Le mécanicien qui répare une locomotive ne tue personne. Et pourtant, au bout de la chaîne, il y a ce qu'il y a. Alors il s'est posé une question qui n'a rien de daté et que tu peux te poser sur ta propre semaine. Comment des gens normaux fabriquent-ils ensemble quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait voulu? Sa réponse tient en une phrase. C'est possible quand plus personne ne se demande ce qu'il est en train de faire. Pas quand les gens sont méchants, quand ils ne posent plus la question. Quand le geste est devenu si automatique, si évident, si bien intégré dans une routine plus grande que le moment où on pourrait s'arrêter et se dire « Attends, qu'est-ce que je fais là ?» Ce moment-là n'existe plus dans la journée. Voilà pourquoi il tenait tellement à cette histoire de vie intérieure. Pour lui, ce n'était pas une affaire de spiritualité, de bien-être ou de développement de soi. C'était le seul frein, le seul endroit d'où peut venir un refus. Un homme qui a un dialogue en cours avec lui-même peut dire non. Un homme qui n'en a plus, non. Pas parce qu'il est lâche, parce qu'il n'y a plus l'instance qui dit non. Bon, et c'est là qu'il s'est trompé, sur le point le plus intéressant de toute l'affaire. Il a imaginé quelque chose de brutal. Dans son texte, il y a l'idée d'un moyen technique, presque médical, qu'on appliquerait aux gens et qui couperait le fil. Une intervention. Quelque chose qu'on ferait aux gens, de l'extérieur, et contre lequel on pourrait donc résister. Était un homme de son époque, et son époque avait une vision très mécanique du pouvoir. On imaginait toujours les choses comme ça, à ce moment-là. Quelqu'un en haut décide, l'appareil applique, les gens subissent. Le pouvoir venait d'en haut et descendait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Personne n'est venu couper quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'intervention, pas de moment où on nous a pris quelque chose. Ce qui s'est passé est infiniment plus simple, et c'est pour ça que ça a marché. On nous a proposé quelque chose de mieux, c'est tout. C'est toute l'affaire. Là où il attendait une privation, il y a eu une offre. Et une offre, on ne s'en défend pas, puisqu'on la veut. Regarde comment ça s'est fait, année après année, sans que personne ne s'y oppose. Et pour cause. On nous a proposé de ne plus jamais attendre. L'attente, c'était pénible. La salle d'attente du médecin avec ses magazines de l'an dernier, le quai de gare, la file à la poste, les 20 minutes avant que l'autre arrive. Tout ça a été rempli. Et personne ne s'en est plaint parce que, franchement, qui va regretter une salle d'attente? Sauf que dans cette salle d'attente, il se passait quelque chose. Tu ne faisais rien, tu regardais les gens, tu t'ennuyais, et ta tête partait ailleurs. C'était un trou, un des derniers de la journée. On nous a proposé de ne plus jamais être seul. Le silence de l'appartement quand tu rentres, ça peut peser. Alors on met quelque chose, une voix, une musique, une émission. La maison n'est plus vide. Et là encore, qui va reprocher à quelqu'un de ne pas vouloir rentrer dans le silence? Sauf que ce silence-là, c'était aussi un trou. On nous a proposé de ne plus jamais choisir. Avant, il fallait décider quoi regarder, quoi écouter, quoi lire. Ça demandait un effort minuscule mais réel, se demander ce dont on avait envie. Maintenant, ça défile tout seul, et le suivant arrive avant que tu aies fini le précédent. Et cette question-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? C'était le plus petit des trous. Mais c'était un trou. Tu vois la mécanique? À aucun moment il n'y a de méchanceté. À aucun moment quelqu'un n'a voulu nous prendre notre vie intérieure. On a simplement rempli, un par un, tous les endroits où elle avait l'habitude de se manifester. On continue. C'est fini pour ce passage. Steiner attendait qu'on nous ferme la porte. On nous a juste installé le confort dans le couloir et plus personne n'a eu envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Une porte fermée, tu la remarques. Tu tournes la poignée, ça résiste,
et tu sais immédiatement qu'il y a un problème. Tu peux t'énerver, chercher la clé, appeler quelqu'un, forcer. Une porte que tu n'as pas ouverte depuis 10 ans, tu ne la remarques pas. Elle n'est pas fermée, elle est juste là. Et un jour, tu ne sais même plus qu'elle donne sur quelque chose. Ce qui nous est arrivé ressemble beaucoup plus à de la poussière qu'à un verrou. Et personne ne se bat contre de la poussière. On ne s'en aperçoit même pas. Maintenant, la question qui va peut-être t'agacer, à quel moment c'est arrivé pour toi? Pas pour l'humanité, pour toi. Parce que ce n'est pas arrivé à tout le monde en même temps, et que chacun a son moment, et que le tien, tu peux probablement le retrouver si tu cherches un peu. Il y a eu une période de ta vie où tu avais des trous partout, et où tu ne savais même pas que c'était précieux. Les trajets à pied, seul, sans rien dans les oreilles. Les attentes. Les longs moments où tu ne faisais rien parce qu'il n'y avait rien à faire. Les vacances chez quelqu'un où tu t'ennuyais tellement que tu lisais le mode d'emploi du grille-pain. Et puis progressivement, ces endroits-là se sont remplis. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'y a jamais eu de décision. Tu ne t'es jamais dit un matin, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais seul avec moi-même. Ça s'est fait par petites commodités successives, chacune parfaitement raisonnable. Et si tu cherches bien, tu vas peut-être retrouver le dernier vrai trou. Le dernier moment où tu t'es retrouvé sans rien, longtemps, sans l'avoir choisi. Souvent, c'est un moment désagréable d'ailleurs, une panne, un endroit sans réseau, une nuit d'insomnie sans téléphone à portée de main, un long voyage avec une batterie vide. Et dans ces moments-là, il se passe presque toujours la même chose. Les 20 premières minutes sont vraiment pénibles, et puis quelque chose se détend. Et il arrive des pensées qui n'étaient pas venues depuis longtemps, des choses qu'on n'avait pas regardées, parfois des choses qu'on évitait de regarder. C'est pour ça que la salle d'attente a disparu de nos vies. Pas parce qu'elle était ennuyeuse, parce qu'elle était habitée. On a rempli les trous parce qu'il y avait quelqu'un dedans, et que ce quelqu'un pose des questions embêtantes. Et je pense qu'on est nombreux à le savoir très bien. Quand on attrape le téléphone dans la file d'attente, ce n'est pas pour lire quelque chose d'intéressant. C'est pour ne pas être seul avec le truc qui allait remonter. Donc la prophétie de 1917 ne s'est pas réalisée par la force. Elle s'est réalisée par consentement. Et elle s'est réalisée d'autant mieux qu'à chaque étape, on était content. Maintenant, on va aller un peu plus loin, parce qu'il y a une deuxième partie à cette histoire, et elle est plus récente. Jusqu'ici, on a parlé de remplissage. On a bouché les trous. Mais il s'est passé quelque chose de nouveau ces dernières années, quelque chose que Steiner ne pouvait pas voir, et qui va beaucoup plus loin que le simple fait d'occuper le temps. On a commencé à sous-traiter la partie qui pense. Regarde ce qui se passe quand tu ne sais pas quelque chose. Avant, il y avait un moment, un vrai moment, entre la question et la réponse. Parfois quelques secondes, parfois des jours. Tu cherchais dans ta tête, tu ne trouvais pas, tu demandais autour de toi, tu finissais par tomber dessus par hasard 3 semaines plus tard. Et pendant tout ce temps, la question restait ouverte quelque part en toi et travaillait. Maintenant, l'écart entre la question et la réponse est de 4 secondes. Ce n'est pas un progrès mineur, c'est la suppression d'un état. L'état de celui qui ne sait pas encore et qui cherche. Cet état-là, on l'a éliminé de la vie ordinaire, et avec lui, on a éliminé tout ce qu'il produisait. Parce que chercher, ce n'est pas juste attendre de trouver. Chercher, ça transforme celui qui cherche. Une réponse qu'on a mis 3 semaines à obtenir n'est pas la même chose qu'une réponse obtenue en 4 secondes. Ce n'est pas la même information. Elle n'a pas la même place en toi. L'une, tu la portes, l'autre, tu la consultes. Et depuis peu, on est allé encore plus loin. On a des machines à qui on peut demander de réfléchir à notre place. Pas seulement de trouver l'information, de la mettre en forme, de l'organiser, de nous dire ce qu'il faut en penser. On continue. Je ne vais pas te faire le discours sur les dangers de la technique, ce n'est pas mon sujet et ce serait un peu facile. La question n'est pas de savoir si ces outils sont bons ou mauvais. La question est de savoir ce qui arrive à un muscle dont on n'a plus besoin. Tu connais la réponse. On l'a dit au début. Alors, à quoi ça ressemble, un être humain qui a terminé le processus?
Il ressemble à quelqu'un de tout à fait normal, et c'est bien le problème. Il travaille, souvent bien, il a des avis sur tout et il peut les défendre avec des arguments solides, empruntés à des gens qui les ont formulés avant lui. Il a des goûts, des colères, des enthousiasmes, il rit, il aime des gens, il n'est ni triste ni vide au sens où on l'entend d'habitude. Il y a juste une chose qu'il ne fait plus. Il ne s'arrête plus. Il n'y a plus dans sa vie ce moment où tout s'immobilise, où il regarde ce qu'il est en train de faire et où quelque chose en lui demande si c'est bien ça qu'il veut. Ce moment-là a disparu de son emploi du temps. Pas par décision, par occupation. Et donc il continue. Il continue une vie qu'il n'a jamais examinée avec une compétence parfaite en pilotage automatique pendant 20 ans. 20 minutes, 4 feux rouges, un rond-point. Sauf que là, c'est 20 ans. Quelqu'un le regarde vivre et il est là. De l'extérieur, tout va bien. C'est une vie qui fonctionne. La seule différence, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur pendant que ça se fait. Il y a un moment de la journée où ça se voit mieux qu'ailleurs, et curieusement, personne n'en parle jamais. C'est le moment où tu poses le téléphone. Pas quand tu le prends, quand tu le poses. Il y a un instant très court, une seconde peut-être, où tu reviens. Tu relèves la tête et tu retrouves la pièce autour de toi. Et pendant cette seconde-là, il y a presque toujours une sensation désagréable qui passe, une sorte de fadeur, comme si le monde autour était moins net qu'avant, moins intéressant, un peu terne. Ce n'est pas le monde qui a changé pendant que tu regardais l'écran, c'est toi qui reviens d'un endroit où tout était plus fort, plus rapide, plus contrasté. Et cette fadeur, c'est le signe qu'il y a encore quelqu'un à l'intérieur pour la ressentir. Garde ça en tête, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Maintenant, on va parler de ce que ça coûte vraiment, parce que jusqu'ici, on est resté sur des choses assez abstraites et que ça mérite d'être posé à plat. Ce que ça coûte, ce ne sont pas des grandes choses, c'est très concret et c'est très ordinaire. Ça coûte d'abord de ne plus savoir ce que tu veux. Tu vas me dire que si, bien sûr, tu sais très bien ce que tu veux. Tu veux plus de temps, moins de soucis d'argent, que tes proches aillent bien, d'accord. Mais ce ne sont pas des désirs, ce sont des conditions. Tout le monde veut ça. Le désir, le vrai, c'est autre chose. C'est ce truc précis, un peu bizarre, qui n'appartient qu'à toi et que tu n'oserais peut-être pas dire à voix haute parce que ça a l'air un peu ridicule. L'envie d'apprendre quelque chose d'inutile, l'envie d'aller dans un endroit dont tu ne sais rien, l'envie de reprendre un truc que tu as abandonné il y a 15 ans. Ces envies-là, elles ne viennent jamais quand on est occupé. Elles viennent dans les trous. Alors quand on supprime les trous, on ne devient pas malheureux. On devient quelqu'un qui n'a plus d'envie personnelle, mais qui a beaucoup de choses à faire. Et comme il y a toujours quelque chose à faire, personne ne remarque la différence. Ça coûte ensuite quelque chose de plus embêtant, et je vais mettre du temps à le dire correctement parce que c'est facile à mal comprendre. Ça coûte la capacité de supporter ce qui n'est pas agréable. Regarde ce qui se passe quand une pensée désagréable arrive. Pas une catastrophe, une pensée gênante, ordinaire, le souvenir d'un moment où tu as mal agi, l'idée que tu es peut-être en train de rater quelque chose d'important, la question de savoir si la personne à côté de toi est vraiment heureuse. Elle arrive, tu la sens monter, et en quelques secondes, tu as fait quelque chose. Tu as attrapé le téléphone, mis la télévision, ouvert le frigo, appelé quelqu'un. Tu ne l'as pas repoussé. Tu ne t'es pas dit « non, je ne veux pas y penser ». Ça, ce serait encore un rapport avec elle. Tu as simplement mis autre chose devant sans même décider. Et une pensée qu'on ne laisse jamais arriver au bout, elle ne disparaît pas, elle attend. Elle revient chaque fois qu'il y a un trou, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les trous sont devenus si inconfortables. Le vrai problème de l'attente à la caisse, ce n'est pas l'ennui, c'est ce qui remonte pendant l'ennui. Donc on s'est organisé une vie où rien ne remonte jamais. Et on se demande pourquoi on est fatigué. Ça coûte enfin quelque chose dont on ne parle presque jamais et qui est peut-être le plus grave. Ça coûte la solitude. Pas le fait d'être seul, la capacité de l'être. Être seul et l'être bien, c'est une compétence, ça s'apprend, exactement comme on apprend à nager. Et comme la natation,
Ça se perd si on n'en fait plus. Quelqu'un qui a gardé cette compétence peut passer une soirée sans personne et sans rien et en sortir reposé. Quelqu'un qui l'a perdu va vivre la même soirée comme une punition. Il va tourner dans son appartement, chercher quelque chose à faire, finir par appeler n'importe qui ou par remplir avec ce qui traîne. Et ça change tout dans sa vie, parce que quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul ne choisit plus vraiment les gens avec qui il est. Là, on touche à quelque chose de beaucoup plus large que le téléphone. Le nombre de gens qui restent dans une relation qui ne leur convient pas, non par attachement, mais parce que l'alternative est une soirée seule, ce nombre-là est énorme. Le nombre de gens qui gardent un travail qu'ils détestent parce qu'ils structurent leur journée et qu'une journée non structurée les terrifie, c'est le même ordre de grandeur. On appelle ça la peur du vide. C'est un joli mot pour dire qu'on ne sait plus se tenir compagnie. Et je pense qu'on est nombreux à avoir découvert ça sans le vouloir, pendant les périodes où le monde s'est arrêté. Beaucoup de gens se sont retrouvés du jour au lendemain seuls chez eux, sans les structures habituelles. Et ce qui est remonté chez certains, ce n'était pas l'ennui, c'était la découverte qu'ils n'avaient plus l'habitude d'eux-mêmes. Voilà, c'est dit. 3 choses. Ne plus savoir ce qu'on veut, ne plus supporter ce qui gêne, ne plus savoir être seul. Et aucune des 3 ne s'est produite par la force. Bon, et maintenant il faut être juste avec l'homme de 1917, parce que sur un point précis, il avait vu quelque chose que je trouve troublant. Il ne s'inquiétait pas pour les gens de son époque. Il savait très bien que les adultes de 1917 avaient été formés autrement, dans un monde lent, avec des hivers longs et des soirées vides. Ceux-là avaient déjà leur vie intérieure, personne ne pouvait la leur retirer. Ce qui l'inquiétait, c'étaient les suivants, ceux qui naîtraient après, parce que ceux-là ne perdraient rien du tout. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu. Et c'est là que ça devient vertigineux. Quelqu'un qui n'a jamais connu un seul trou dans sa journée, quelqu'un qui n'a jamais eu à supporter une salle d'attente sans rien, ne ressent aucun manque. Il ne se dit pas qu'il lui manque quelque chose, il ne peut pas. Il n'a aucun point de comparaison. Toi, si tu as plus de 30 ans, tu as ce point de comparaison. Tu sais à quoi ressemblait un dimanche après-midi vide. Tu peux te rappeler la sensation. C'est pour ça que ce que je te raconte te parle, et c'est pour ça aussi que ça t'embête. Quelqu'un qui n'a pas ce souvenir écouterait tout ça comme on écoute un vieux monsieur raconter comment c'était avant, poliment, sans comprendre de quoi on parle. Ce n'est pas une critique de qui que ce soit, c'est juste la description de comment une chose disparaît vraiment, pas en une génération qui la perd, en une génération qui la perd et une suivante qui ne sait pas qu'elle a existé. Alors on va se demander à quoi ressemblerait le contraire, parce que tout ça serait insupportable s'il n'y avait rien à faire, et il y a quelque chose à faire. Ce n'est juste pas ce qu'on croit. La réponse évidente, ce serait de tout couper. Poser le téléphone, supprimer les applications, partir une semaine sans réseau. Beaucoup de gens essayent, et beaucoup échouent, et ce n'est pas par manque de volonté. C'est parce qu'un muscle atrophié, tu ne le remets pas en service en lui demandant de porter 50 kilos. Quelqu'un qui n'a pas passé 10 minutes seul avec lui-même depuis 3 ans et qui décide de partir une semaine dans un chalet sans réseau va vivre un enfer. Il va tenir 1 jour et demi et il va revenir en se disant que décidément ce n'est pas pour lui. Ce qui marche est beaucoup plus petit et beaucoup moins spectaculaire. Ce qui marche, c'est de laisser un trou, un seul. Pas 10 minutes de méditation, pas une pratique, pas un programme, un trou. Le trajet du retour sans rien dans les oreilles. La vaisselle sans musique. Les 5 minutes dans la voiture après s'être garé avant de rentrer sans sortir le téléphone. Ce dernier exemple, d'ailleurs, il faut s'y arrêter. Ce moment existe déjà dans ta vie et tu le connais bien. Tu es arrivé, tu as coupé le moteur et tu restes là. Personne ne t'attend encore. La maison est de l'autre côté de la porte. Il y a un petit espace entre la voiture et la vie. Presque tout le monde remplit ce moment. C'est même exactement là qu'on regarde le téléphone une dernière fois avant d'entrer. Mais certains soirs, sans savoir pourquoi, on ne le fait pas. On reste juste là, dans la voiture éteinte,
à ne rien faire. 2 minutes. Et il se passe quelque chose de bizarre. On se sent mieux en sortant qu'en arrivant. Ces 2 minutes-là, c'est tout ce dont on parle depuis le début. Ce n'est pas un exercice spirituel, il n'y a rien à faire pendant, aucune technique, aucune respiration à compter. C'est juste un endroit qu'on laisse vide et où quelque chose revient s'asseoir. Et ça revient toujours, c'est ça qu'il faut retenir. Le muscle est atrophié, il n'a pas disparu. Personne n'a jamais réussi à supprimer complètement ce qui pense à l'intérieur d'un être humain, et l'homme de 1917 se trompait aussi là-dessus. Il croyait la chose fragile. Elle est très résistante. Elle attend, simplement. On continue. Tu peux le vérifier facilement. Prends la prochaine panne de courant, le prochain endroit sans réseau, la prochaine insomnie sans téléphone. Passé le mauvais quart d'heure du début, ça remonte, toujours. Et ce qui remonte n'est pas forcément agréable. Souvent, ce sont des questions qu'on évitait, mais c'est vivant, et c'est à toi. Avant d'aller plus loin, il faut regarder une chose qu'on n'a pas encore posée et qui explique pourquoi tout ça s'est installé si facilement. On croit que le silence est neutre, qu'il n'y a rien dedans, que c'est juste l'absence de bruit. C'est faux, et n'importe qui l'a déjà vérifié sans le formuler. Prends 2 silences complètement différents. Le premier, c'est celui d'une maison quand tu rentres et qu'il n'y a personne. Il a une texture particulière, presque physique. Tu entends le frigo, une voiture dehors, le bois qui travaille. Ce silence-là n'est pas vide, il est plein de la présence de ceux qui ne sont pas là. Le second, c'est celui qui tombe entre 2 personnes après une phrase de trop. Il ne fait pas le même effet du tout. Il pèse, il devient épais, chacun cherche quoi dire pour le faire cesser. Le même mot pour 2 choses qui n'ont rien à voir. Un être humain ne perçoit jamais du silence, il perçoit ce qui l'occupe. Et ce qui occupe le silence, quand personne ne parle et que rien ne joue, c'est lui. C'est pour ça qu'on ne supporte pas le silence quand ça ne va pas. Le silence ne fait rien, il ne juge pas, il n'accuse pas. Il rend simplement audible ce qui était déjà là. Et un poste de radio, ce n'est pas de la musique, c'est un cache. Regarde ce que font les gens dans les moments difficiles. Après une mauvaise nouvelle, après une dispute, après une journée qui a mal tourné, ils mettent quelque chose, toujours. La télévision qu'on ne regarde pas, la musique qu'on n'écoute pas vraiment, la vidéo qui tourne pendant qu'on fait autre chose. Ce n'est pas du divertissement, personne ne se divertit dans ces moments-là. C'est un pansement acoustique. Et pendant des milliers d'années, ce pansement n'existait pas. Quand ça n'allait pas, il fallait le traverser. On pouvait boire, on pouvait travailler jusqu'à l'épuisement, mais on ne pouvait pas remplir l'air d'autre chose. Le soir venait, la maison devenait silencieuse, et il fallait être là. Je ne dis pas que c'était mieux, c'était probablement très dur. Beaucoup de gens ont passé des nuits terribles faute d'avoir quoi que ce soit pour couvrir ce qui remontait. Mais ils traversaient. Et une chose traversée, ça finit par se ranger quelque part. Une chose couverte, elle, ne se range jamais. Elle reste exactement où elle est, à attendre le prochain silence. Ce qui explique un phénomène que tout le monde connaît sans se l'expliquer. Les vieilles douleurs qui remontent intactes, 10 ans après, avec la même intensité qu'au premier jour. Elles n'ont pas vieilli parce qu'on ne les a jamais laissées se poser. Et là, il y a une conséquence qui devrait faire réfléchir tous ceux qui écoutent quelque chose en permanence. Ce n'est pas la vie intérieure qu'on empêche de fonctionner, c'est la digestion. Parce que c'est bien ce que fait un être humain quand il ne fait rien. Il digère. Il reprend ce qui s'est passé, il le tourne, il le range. Pas volontairement, pas méthodiquement, ça se fait tout seul, comme le reste. Un enfant qui a vécu quelque chose de fort le rejoue tout seul pendant des jours, dans ses jeux, dans ses dessins, dans ses questions. L'adulte fait pareil, mais en silence. Il repasse une conversation en conduisant, il repense à un visage en faisant la vaisselle, il rumine sous la douche. On appelle ça ruminer d'ailleurs, et c'est péjoratif dans notre langue, comme si c'était un défaut, alors que c'est exactement le mot juste.
La vache qui rumine est en train de digérer une deuxième fois quelque chose qu'elle a avalé trop vite. Nous, on avale sans arrêt et on ne rumine plus jamais. Alors il ne faut pas s'étonner de cette fatigue qui ne ressemble à aucune autre, celle qui ne part pas avec le sommeil. Ce n'est pas une fatigue du corps, c'est un encombrement. Et si tu veux une preuve que le mécanisme fonctionne encore, elle est facile à trouver, les rêves. Personne n'a jamais réussi à supprimer les rêves. On peut remplir chaque seconde de la journée, on ne peut rien contre la nuit. Et que se passe-t-il pendant qu'on dort? Exactement ce qu'on a empêché toute la journée. Ça reprend les choses, ça les mélange, ça fait revenir des gens qu'on n'a pas vus depuis 20 ans, ça rejoue des scènes en les déformant. Le travail se fait quand même, il se fait juste sans nous, et de façon plus désordonnée parce qu'on lui a retiré tous les créneaux où il pouvait se faire tranquillement. C'est peut-être pour ça que tant de gens dorment mal en ce moment. Le travail de la journée n'a pas été fait, alors la nuit fait des heures supplémentaires. Bon, il y a autre chose que je veux te dire, et c'est probablement la partie la plus embêtante de toute cette histoire. Ça concerne les enfants. Et ça te concerne même si tu n'en as pas, parce que tu en as été un. Il y a quelque chose qui s'est produit ces dernières années, et qui n'a l'air de rien. L'ennui des enfants est devenu un problème à résoudre. Avant, un enfant qui s'ennuyait, c'était normal. On lui disait « Va jouer, va dehors, débrouille-toi », et il finissait par trouver. Souvent après avoir tourné en rond pendant 1 heure en se plaignant. Cette heure-là était pénible pour tout le monde, et c'était pendant cette heure-là qu'il apprenait le plus important, que quand il n'y a rien, on peut fabriquer quelque chose. C'est peut-être la seule vraie définition de l'imagination, la capacité de produire quelque chose à partir de rien du tout. Aujourd'hui, un enfant qui s'ennuie déclenche une réaction immédiate. On lui propose, on lui met quelque chose, et personne n'a tort de le faire parce qu'un enfant qui s'ennuie est désagréable, qu'on est fatigué et qu'on a autre chose à faire. Sauf qu'un enfant à qui on n'a jamais laissé traverser 1 heure d'ennui n'apprend jamais à fabriquer. Il apprend à demander. Et il devient un adulte qui, dans le silence, ne sait pas quoi faire de lui-même. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait sans y penser. Le trajet en voiture avec un écran à l'arrière, la salle d'attente avec un dessin animé, le repas au restaurant avec une tablette pour qu'il tienne tranquille. Chacune de ces décisions est raisonnable. Et je ne jette la pierre à personne, moi le premier. Et juste que, mises bout à bout, elles reviennent à ne jamais lui laisser un seul trou. Et souviens-toi de ce qu'on disait tout à l'heure. On ne peut pas manquer de ce qu'on n'a jamais eu. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez frappant dans ce qui remonte quand on laisse un trou. Ce ne sont jamais les grandes questions. On s'imagine que si on s'arrêtait vraiment, on penserait au sens de l'existence, à ce qu'on fait sur cette terre, aux grandes choses. Ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est très petit et très précis. Un visage. Quelqu'un à qui tu n'as pas répondu il y a 3 mois. Une phrase que tu as dite à quelqu'un et qui n'était pas juste. Une pièce d'une maison où tu as habité et dont tu avais oublié jusqu'à l'existence. Le fait que ça fait longtemps que tu n'as pas ri vraiment fort. Voilà ce qui remonte. Des choses minuscules, sans importance, dont aucune ne mérite qu'on lui consacre une soirée. Sauf qu'elles s'additionnent, et l'ensemble de ces choses minuscules, c'est ta vie en train de se vivre. Il y a une chose qu'on ne dit jamais assez à propos de la vie intérieure et qui explique pourquoi on la perd si facilement. Elle est ennuyeuse, vraiment. Elle n'est pas passionnante, elle n'est pas spectaculaire, elle n'a aucune chance face à n'importe quoi d'autre. Elle est lente, elle tourne en rond, elle ressasse. Si tu la mettais en concurrence avec la moindre vidéo, la moindre conversation, le moindre jeu, elle perdrait à chaque fois. Elle perd toujours. Et c'est exactement pour ça qu'elle a disparu. Pas parce qu'on l'a attaquée, parce qu'on l'a mise en concurrence. Avant, elle n'avait pas de concurrence. Dans la salle d'attente, il n'y avait qu'elle. Sur le trajet à pied, il n'y avait qu'elle. Le dimanche après-midi, il n'y avait qu'elle. Elle gagnait par défaut, faute d'adversaire.
Le jour où on a mis dans chaque poche un objet capable de proposer quelque chose de plus intéressant à chaque seconde de la journée, la partie était pliée. Personne n'a triché, elle a juste perdu tous les matchs. Donc si tu veux la retrouver, ce n'est pas une question de volonté ni de discipline, c'est une question d'arbitrage. Il faut lui donner un endroit où elle n'a pas d'adversaire. Un seul. 5 minutes. Et elle revient, parce qu'elle n'a jamais eu besoin de plus que ça. Il y a un endroit où tout ça se voit particulièrement bien, et c'est le travail. Pas le travail pénible, pas celui qui épuise le corps, celui qui occupe la tête toute la journée sans jamais la remplir. Tu fais peut-être un métier qui n'existait pas il y a 50 ans et dont tu aurais du mal à expliquer l'utilité à ta grand-mère en une phrase. Il n'y a aucun jugement là-dedans, juste un fait d'époque. On déplace de l'information, on coordonne, on valide, on reporte, on suit. Ce genre de travail a une particularité, il ne se termine jamais vraiment. Il n'y a pas de champ fauché à la fin de la journée, pas d'objet posé sur la table. Il y a une liste qui s'est déplacée. Et surtout, il ne laisse aucun trou, pas une minute. Parce qu'un travail qui consiste à traiter des choses qui arrivent en continu ne comporte par construction aucun moment où il n'y a rien à traiter. Le paysan de tout à l'heure avait le corps pris et la tête libre. Beaucoup de gens ont aujourd'hui exactement l'inverse. Le corps immobile pendant 8 heures et la tête sollicitée sans arrêt. Alors tu rentres épuisé, d'une fatigue qui ne se soigne pas par le repos, et la première chose que tu fais, c'est mettre quelque chose. Ce qui prolonge exactement l'état dans lequel ils étaient toute la journée. La journée entière peut se traverser sans qu'il y ait un seul moment où personne ne demande rien. Il faut être honnête sur un point, parce que quelqu'un pourrait se dire que c'est un discours de privilégié. Que quand on a 3 enfants, 2 emplois et pas d'argent, la question de la vie intérieure ne se pose pas vraiment. C'est vrai en apparence, et c'est faux en réalité. Les gens qui ont le moins de temps sont souvent ceux qui ont gardé le plus de trous. Parce que leurs trous ne sont pas des loisirs, ce sont des tâches. Plier le linge, faire la route, attendre à l'arrêt, préparer un repas pour 5. Ce sont des gestes que le corps connaît et pendant lesquels la tête est libre. Ce n'est pas une question de temps disponible, ça n'a jamais été une question de temps. C'est une question d'endroit laissé vide. Tu peux travailler 12 heures par jour et avoir plus de vie intérieure que quelqu'un qui a ses journées libres et qui les remplit du matin au soir. Maintenant, quelque chose qui va peut-être te sembler bizarre. Est-ce que tu as remarqué que les gens qui t'ont le plus marqué dans ta vie sont presque toujours des gens qui prenaient leur temps? Pas des gens lents, des gens qui, quand ils étaient avec toi, étaient vraiment là. Qui écoutaient jusqu'au bout au lieu de préparer leurs réponses, qui regardaient les choses une seconde de plus que nécessaire. On dit de ces gens-là qu'ils ont de la présence. C'est un mot étrange quand on y pense, parce qu'il désigne exactement ce dont on parle depuis le début. Quelqu'un qui a de la présence, c'est simplement quelqu'un qui est là pendant qu'il est là. Et ça se sent immédiatement, un enfant le sent, un animal le sent. On sait en 3 secondes si la personne en face est présente ou si elle est ailleurs, même quand elle fait tous les gestes corrects et qu'elle répond correctement. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est le résultat visible de quelque chose qui n'a pas été atrophié. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Ceux qui n'ont plus personne à l'intérieur, on le sent aussi. Pas au premier abord, ils sont souvent très compétents et très agréables. Mais après un moment, il y a une impression bizarre, celle de parler à quelqu'un qui n'est pas vraiment là. On repart en se disant que c'était sympa, mais qu'il ne s'est rien passé. Alors voilà une question désagréable, et tu as le droit de ne pas y répondre. Quand tu es avec les gens que tu aimes, est-ce que tu es là? Pas physiquement. Physiquement, tu y es, tu as fait le déplacement. Mais est-ce que tu es là au sens où on vient de le dire? Ou est-ce que tu es en train de faire correctement ce qu'il faut faire, avec les bons gestes et les bonnes réponses, pendant qu'une partie de toi est déjà ailleurs, en train de vérifier quelque chose, de penser à demain, d'attendre le prochain moment?
C'est ça que ça coûte au fond. Ce n'est ni une histoire de spiritualité ni de développement de soi. Ce sont des soirées entières passées avec des gens qu'on aime et dont on ne se souviendra pas, exactement comme les 4 heures d'hier soir. Sauf que là, c'est un dîner de famille. Et personne ne s'en plaint parce que de l'extérieur, tout s'est très bien passé. Il reste une question qu'on n'a pas posée, et c'est peut-être la seule qui compte vraiment. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, au juste? Parce que depuis 1 heure, on parle d'une chose qui s'atrophie, d'un muscle, d'un endroit où quelqu'un habite. Mais on n'a jamais dit ce que c'était. Et je ne vais pas te faire le coup de la grande révélation parce que je n'en ai pas. Personne n'en a. C'est même assez rassurant. Des gens beaucoup plus intelligents que nous se cassent les dents dessus depuis très longtemps. En revanche, on peut dire ce que ça fait. Ça, c'est vérifiable. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui remarque. Rien de plus. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas une conscience morale, ce n'est pas un guide. C'est ce qui, en toi, s'aperçoit que tu es en train de faire quelque chose pendant que tu le fais. Tu peux le tester tout de suite, c'est instantané. Pendant 1 seconde, remarque que tu es en train d'écouter. Pas le contenu, le fait. Quelqu'un est en train d'écouter, il est quelque part, dans une voiture ou une cuisine, et il y a du son dans ses oreilles. Voilà. Ce qui vient de faire ça, c'est ça. Et tu ne peux pas le perdre, à proprement parler. Tu peux seulement cesser de t'en servir, ce qui produit exactement le même résultat, mais qui n'est pas irréversible. Toute la différence est là, et c'est pour ça qu'on peut en parler pendant 1 heure sans que ce soit désespérant. Quelqu'un qui vit 20 ans en pilotage automatique n'a pas perdu ce qu'il remarque. Il ne s'en sert plus. Et le jour où il s'en sert à nouveau, c'est immédiat. Il n'y a pas de rééducation, pas de progression. Ça revient tout de suite, exactement comme quand tu viens de remarquer que tu écoutais. Ce qui est long, ce n'est pas de le retrouver, c'est de supporter ce qu'il montre. Parce qu'il montre les choses telles qu'elles sont. Il montre que la conversation d'hier soir était creuse, que la personne en face n'allait pas bien et qu'on a fait comme si, que ça fait 3 ans qu'on dit qu'on va s'y mettre. Il ne juge pas, il n'accuse pas, il montre. Et c'est exactement pour ça qu'on préfère le laisser éteint. Pas par paresse, par confort. L'homme de 1917 croyait qu'on nous arracherait quelque chose. On ne nous a rien arraché. On nous a simplement donné de quoi ne plus jamais avoir à regarder. Un dernier mot sur les gens de 1917 avant de refermer, parce que ça remet les choses à leur place. On a tendance à croire qu'ils étaient plus spirituels que nous. C'est faux. Ils étaient exactement comme nous, avec les mêmes préoccupations idiotes, les mêmes ragots, les mêmes disputes de voisinage. Ils ne passaient pas leur journée à méditer sur la condition humaine. Ils avaient juste beaucoup plus de trous. C'est toute la différence, et il n'a rien de flatteur pour eux, ni d'infamant pour nous. Ils marchaient, ils attendaient, ils avaient des hivers longs et des soirées où il ne se passait rien. Leur vie intérieure ne venait pas d'une supériorité morale, elle venait d'un manque d'options. Donc on n'a rien perdu de ce qu'ils avaient. On a juste beaucoup plus d'options. Et une option, ça se refuse. Bon, je t'ai raconté quelque chose d'assez sombre pendant 1 heure. Et il serait malhonnête de s'arrêter là sans dire ce que j'en pense vraiment. Je ne crois pas que quelqu'un veuille nous transformer en automates. Je sais que c'est plus excitant de croire le contraire. Il y a une satisfaction particulière à penser qu'on est visé, qu'il y a un plan, et que le fait de l'avoir compris nous met déjà un peu à part. Beaucoup de gens vivent de ça, et je comprends pourquoi ça marche. C'est plus confortable qu'un monde où il n'y a personne aux commandes. Mais je pense que la vérité est plus bête et plus difficile. Personne n'a de plan. Il y a simplement des choses très bien faites, très pratiques, très agréables, conçues par des gens intelligents pour être aussi difficiles que possible à reposer. Et chacun de nous, chaque jour, choisit le confort. Pas par faiblesse, parce que c'est ce que fait n'importe qui de normal quand on lui propose plus confortable. L'homme de 1917 a vu le résultat avec une netteté étonnante, et il s'est trompé sur la cause.
Il a cherché un coupable parce que son époque cherchait toujours des coupables, entre deux tranchées. Il n'y en a pas. Et je trouve que c'est une bien meilleure nouvelle, même si c'est moins spectaculaire. Parce qu'un plan, on ne peut rien contre, alors qu'une habitude, si. Il n'y a rien à combattre. Il y a juste un endroit à laisser vide. Il reste une objection sérieuse à traiter, et si on ne la traite pas, tout ce qu'on s'est dit ressemble à un discours contre l'époque. Quelqu'un pourrait dire, à juste titre, que tout ça n'a rien de nouveau, que chaque génération a eu son objet accusé de détruire l'intériorité des gens. On l'a dit du roman qui allait perdre les jeunes filles, on l'a dit du journal, de la radio, du cinéma, de la télévision. À chaque fois les mêmes phrases, à chaque fois la même inquiétude, et à chaque fois l'humanité a continué. C'est vrai, et c'est un très bon argument. Sauf qu'il y a une différence, une seule, et elle change tout. Un roman a une fin. Un journal se termine. Un film dure 2 heures. La télévision elle-même, dans sa pire période, s'arrêtait la nuit avec une mire. Tous ces objets avaient un bord. Et un bord, ça produit automatiquement un trou. Quand le livre est fini, il y a un moment où tu le poses et où tu regardes en l'air. Quand le film se termine, il y a le trajet du retour. Quand la télévision s'arrêtait, la maison redevenait silencieuse. Ce qui est arrivé ces 15 dernières années n'est pas un nouvel objet. C'est la disparition du bord. Il n'y a plus de fin. Il y a toujours quelque chose après, immédiatement, choisi pour toi, avant même que tu aies eu le temps de constater que le précédent était terminé. Le générique de fin démarre le suivant. La vidéo enchaîne. Le fil ne se termine jamais. Donc, l'inquiétude des générations précédentes était probablement exagérée, et celle-ci ne l'est pas, pour une raison très simple. Ce n'est pas le même problème. Ce n'est pas ce qu'on regarde qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de moment où on ne regarde rien. Et là, on peut vérifier quelque chose. Demande à quelqu'un de plus de 50 ans ce qu'il faisait à la fin d'un film, quand il était jeune. Il ne comprendra même pas la question. Il te dira qu'il rentrait, qu'il en parlait, qu'il y repensait le lendemain. Il y repensait le lendemain. Cette phrase-là, personne ne pourrait la dire aujourd'hui d'une vidéo regardée hier soir. Non parce que la vidéo était mauvaise, mais parce qu'il y en a eu 11 autres après, et que rien n'a jamais eu la place de rester. C'est peut-être ça, la vraie perte. Pas la qualité de ce qu'on regarde, la disparition de l'après. Une chose qu'on ne digère pas ne nourrit rien. On peut consommer une quantité extraordinaire de choses intelligentes, écouter des dizaines de gens brillants et ne rien en garder du tout, parce qu'il n'y a jamais eu ce moment vide où ça se range. Ce qui devrait faire réfléchir tous ceux qui accumulent, moi le premier. On croit s'enrichir, on ne fait que passer. Il faut qu'on parle de ce qui rend tout ça si difficile à voir, parce que ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas ta faute. Les choses qui remplissent tes trous n'ont pas été faites par des gens négligents. Elles ont été conçues, testées, mesurées, améliorées par des équipes entières dont le métier consiste précisément à mesurer combien de temps tu restes et à modifier ce qu'il faut pour que tu restes plus longtemps. Ce n'est un secret pour personne, c'est même le modèle économique, écrit noir sur blanc dans les documents publics de ces entreprises. Il n'y a rien de sombre là-dedans. C'est simplement leur travail, et ils le font très bien. Mais il faut mesurer le rapport de force honnêtement. D'un côté, ta volonté, un mardi soir après une journée de travail, de l'autre, des années de mesures faites sur des centaines de millions de personnes, avec des moyens considérables, pour déterminer exactement à quel moment placer quoi pour que tu ne partes pas. Ce n'est pas un combat que tu peux gagner par la discipline. Personne ne le gagne par la discipline. Et c'est important de le dire, parce que la plupart des gens qui essayent et qui échouent en tirent une conclusion sur eux-mêmes. Ils se disent qu'ils manquent de volonté, qu'ils sont faibles, qu'ils sont accros. Non. Ils ont juste perdu contre un adversaire beaucoup plus fort qu'eux, ce qui est le résultat normal quand on affronte un adversaire beaucoup plus fort. Alors comment font ceux qui y arrivent ?
Ils ne se battent pas. Ils changent le terrain. Ils ne mettent pas leur volonté en jeu contre l'objet parce qu'ils savent qu'ils perdront. Ils font en sorte que la question ne se pose pas. Le téléphone dans une autre pièce. La radio pas allumée du tout, plutôt qu'allumée puis éteinte. Le trajet décidé sans avant de monter dans la voiture. C'est une différence énorme, et elle n'a l'air de rien. Résister à quelque chose demande un effort à chaque seconde. Retirer la possibilité demande un effort une fois. Et il y a là quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. On croit que le problème est de résister à la tentation. Ce n'est pas ça du tout. Le problème est de ne pas se retrouver en situation d'avoir à résister. Quelqu'un qui laisse son téléphone dans le salon avant de se coucher n'a aucun mérite. Il n'a pas résisté, il a juste organisé sa chambre autrement. Quelqu'un qui le pose sur sa table de nuit en se promettant de ne pas le regarder va se battre toute la nuit et va perdre, parce que personne ne gagne ce combat-là 400 fois de suite. Il n'y a aucune force de caractère là-dedans. Il y a juste une petite décision prise une fois, à froid, qui supprime 400 décisions à prendre à chaud. Voilà pourquoi je ne vais rien te demander de spectaculaire en te quittant. Une fatigue supplémentaire, une résolution de plus, un programme à tenir, ça ne marchera pas. Et ça te fera juste te sentir mal dans 15 jours quand tu auras abandonné. Une seule petite décision prise une fois, elle, ça peut tenir des années. Il y a une plainte qu'on entend absolument partout, et personne ne fait le lien avec ce dont on parle. Le temps passe trop vite. Tout le monde dit ça. Les années défilent, on ne voit pas passer les mois, on se demande où est parti le printemps. C'est devenu une banalité de conversation, au point qu'on n'écoute même plus quand quelqu'un le dit. Tu l'expliques sans doute par l'âge, comme tout le monde. Plus tu vieillis, plus le temps accélère, parce que chaque année pèse moins lourd dans ce que tu as déjà vécu. C'est joli, et ça n'explique pas grand-chose. Parce que des gens de 25 ans disent exactement la même chose aujourd'hui, et parce que le phénomène s'est nettement aggravé en quelques années, ce qui n'a rien à voir avec le vieillissement de qui que ce soit. Voilà une autre explication, et elle se vérifie facilement. Le temps ne passe pas vite. Il ne laisse rien. Ce n'est pas la même chose du tout. Une journée ne paraît pas courte pendant qu'on la vit. Elle paraît courte après, quand on essaye de se rappeler ce qu'on y a fait et qu'on ne trouve rien. Fais l'expérience maintenant, elle est instructive. Essaye de te rappeler mardi dernier. Pas ce que tu avais prévu, ce que tu as réellement vécu. Le matin, l'après-midi, la soirée. La plupart des gens ne trouvent rien. Une ou deux choses peut-être, et encore ce sont souvent des contrariétés, parce que les contrariétés laissent une trace. Or, mardi dernier a duré exactement 24 heures, comme tous les autres. Il ne s'est pas raccourci. Ce qui manque, ce n'est pas le temps, c'est l'enregistrement. Et l'enregistrement, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que quelqu'un soit là au moment où ça se passe. C'est ce qu'on disait au début à propos des 4 heures d'hier soir. Elles n'ont pas été oubliées, elles n'ont jamais été inscrites. Multiplie par tous tes trajets dont tu ne te souviens pas, tes repas devant un écran, tes conversations à moitié écoutées, tes soirées passées à faire défiler quelque chose. Ça finit par faire des mois entiers dont il ne reste absolument rien. Voilà pourquoi les années semblent défiler. Elles ne défilent pas plus vite qu'avant, elles sont simplement plus vides quand on se retourne. Et il y a une preuve par l'absurde qui devrait faire réfléchir. Demande à quelqu'un de te raconter un voyage qu'il a fait il y a 10 ans, dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il va te sortir des détails précis, des odeurs, des visages, des conversations. 10 jours de sa vie sont plus présents que les 6 derniers mois. Pourquoi ? Pas parce que c'était plus intéressant, parce que dans un endroit inconnu, on ne peut pas fonctionner en pilotage automatique. Rien n'est prévisible, donc quelqu'un doit être présent en permanence. Et tout s'inscrit. Le voyage n'allonge pas le temps, il empêche l'absence. Ce qui veut dire, et c'est plutôt encourageant, que tu peux obtenir le même résultat sans partir nulle part.
Il te suffit d'être là pendant que ça se passe. C'est gratuit, ça ne demande aucun billet d'avion, et personne ne le fait. Il y a une phrase qu'on entend souvent chez les gens très âgés et qu'on prend pour de la nostalgie alors que c'est un constat technique. Ils disent que leur enfance leur paraît plus proche que l'année dernière. Ce n'est pas une figure de style. Leur enfance est réellement plus disponible dans leur mémoire, parce qu'un enfant, lui, est présent en permanence. Il n'a pas encore appris à faire semblant. Il ne peut pas mettre un fond sonore sur sa journée. Chaque chose qui lui arrive s'inscrit intégralement. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les étés de l'enfance duraient si longtemps. Ils ne duraient pas plus longtemps. Ils étaient pleins. Et à partir du moment où on a commencé à couvrir, à remplir, à faire deux choses à la fois, le temps a commencé à fuir. Pas en s'accélérant, en cessant de laisser une trace. Alors quand tu dis que tu ne vois pas passer les années, tu dis quelque chose de beaucoup plus grave que ce que tu crois dire. Tu dis que tu n'étais pas là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas regardé et qui est peut-être l'endroit où tout ça se paye le plus cher. Les relations. Pas au sens sentimental, au sens très concret de ce qui se passe entre deux personnes qui sont dans la même pièce. Il faut avoir vu une salle de restaurant récemment pour comprendre de quoi on parle. Regarde les tables autour de toi la prochaine fois. Compte celles où les deux personnes se parlent vraiment. Puis compte celles où l'un des deux regarde son téléphone pendant que l'autre attend. Ce n'est pas de l'impolitesse et ce n'est pas de l'indifférence. Il faut arrêter de le prendre comme ça. C'est exactement le même réflexe que dans la file d'attente. Il y a eu un blanc de 3 secondes dans la conversation et le blanc a été rempli. Sauf qu'un blanc dans une conversation, ce n'est pas du temps perdu. C'est même exactement le contraire. Les vraies choses se disent toujours après un silence. Regarde ta propre expérience. Les phrases importantes que quelqu'un t'a dites dans ta vie, elles ne sont presque jamais arrivées au milieu d'un échange animé. Elles sont arrivées après un moment où personne ne parlait, où l'autre a hésité, où tu as senti qu'il cherchait ses mots. Une conversation qui n'a plus le blanc ne peut plus produire ce genre de phrases. Elle reste en surface, non par manque d'affection, mais par manque de place. Et là, ça devient sérieux. Parce qu'on peut vivre des années à côté de quelqu'un, l'aimer sincèrement, s'occuper de lui correctement, et n'avoir jamais eu avec lui une seule des conversations qui comptent. Simplement parce qu'il n'y a plus jamais eu de blanc assez long pour qu'elle démarre. Tu ne t'éloignes pas de quelqu'un parce que ça se dispute, tu t'en éloignes parce que plus rien ne s'est dit depuis longtemps et que personne ne sait quand ça a commencé. Et je pense que beaucoup de gens sentent ça sans arriver à le nommer, cette impression d'être à côté de quelqu'un sans être avec lui. On l'appelle la routine, on l'appelle l'usure, ce n'est ni l'une ni l'autre, c'est un manque de silence partagé. Il y a d'ailleurs un signe très simple qui ne trompe pas. Demande-toi quand, pour la dernière fois, tu es resté un long moment avec quelqu'un sans parler et sans que ce soit gênant. Si ça remonte à loin, ce n'est pas la relation qui va mal, c'est que ni toi ni l'autre n'avez gardé l'habitude du silence et qu'à deux ça devient impossible. Ce qui est troublant, c'est que les gens qui vivent des choses très dures redécouvrent ça immédiatement. Dans une chambre d'hôpital, au chevet de quelqu'un, dans une salle d'attente qui compte vraiment, personne ne sort son téléphone pour combler. On reste là, à ne rien dire, pendant des heures. Et souvent les gens racontent après que ces heures-là ont été parmi les plus intenses de leur vie. Ce n'est pas la gravité qui rend ces moments intenses, c'est qu'on a enfin arrêté de remplir. Il y a un autre endroit où le manque se voit, et celui-là est plus difficile à admettre. C'est le rapport qu'on a avec les choses ennuyeuses mais nécessaires. Toutes les vies contiennent une quantité de moments sans intérêt. Faire la vaisselle, ranger, attendre, remplir des papiers, faire la route. Pendant très longtemps, ces moments n'étaient pas un problème, ils faisaient partie du paysage, on les traversait sans y penser. Aujourd'hui, presque personne ne fait plus la vaisselle sans écouter quelque chose. Presque personne ne range sans un fond sonore. Le trajet a un accompagnement. Ce qui veut dire qu'on a décidé, sans jamais en discuter,
que ces moments-là ne méritaient pas d'être vécus, qu'il fallait les couvrir, qu'ils étaient une perte de temps à compenser. Or, ces moments-là représentent une part énorme d'une vie. Si on les met tous bout à bout, on arrive à des années entières. Des années entières décrétées inintéressantes et donc remplies par autre chose. Il ne reste alors que les moments dits importants, ceux qu'on attend, les vacances, les sorties, les événements, c'est-à-dire une toute petite fraction du total. Et on se retrouve avec une existence où l'on ne vit vraiment que quelques semaines par an, en attendant le reste. Tu connais peut-être ça sans jamais l'avoir formulé ainsi. Tu attends le week-end, puis les vacances, puis la retraite. Tu ne dis pas que tu t'ennuies, tu dis que tu attends. Attendre quoi au juste? Que la vraie vie commence, alors qu'elle est en train de se passer pendant la vaisselle. Bon, je ne vais pas te dire d'aimer faire la vaisselle, ce serait ridicule et personne n'y arrive. Mais il y a une différence entre trouver un moment agréable et être là pendant qu'il se passe. On peut très bien faire quelque chose de pénible en étant présent. C'est même souvent moins pénible ainsi. Ce qui est assez ironique quand on y pense, ce qu'on couvre pour ne pas le sentir devient plus lourd que si on l'avait traversé. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé et qui traîne depuis le début de cette histoire. L'attention. C'est devenu un mot d'époque, on le voit partout, il y a des livres entiers dessus. Et à force d'en parler, on a fini par le comprendre à l'envers. On croit que l'attention est une ressource limitée, comme un réservoir, qu'on en aurait une certaine quantité par jour et que le problème serait de ne pas la gaspiller. Ce n'est pas comme ça que ça marche, et n'importe qui l'a déjà vérifié. Prends un moment où tu étais absorbé par quelque chose, une vraie absorption, celle où tu lèves la tête et où 3 heures sont passées. Tu n'en sors pas vidé, tu en sors reposé, souvent de bonne humeur, avec l'impression bizarre d'avoir gagné du temps au lieu d'en perdre. Maintenant, prends une soirée où tu as enchaîné des choses courtes sans jamais te poser. 1 heure et demie plus tard, tu es plus fatigué qu'avant de commencer. Dans le premier cas, tu as dépensé beaucoup d'attention. Dans le second, très peu. Et c'est le second qui épuise. Donc ce n'est pas une quantité qu'on dépense, c'est plutôt une chose qui a besoin de se poser quelque part et qui s'abîme quand on la déplace sans arrêt. Une comparaison que tout le monde a vécue, essaye de t'endormir dans une pièce où quelqu'un allume et éteint la lumière toutes les 10 secondes. Ce n'est pas la lumière qui empêche de dormir, c'est le changement. Notre journée entière est faite de ça. Un changement toutes les quelques secondes. Une notification, un onglet, une vidéo qui en amène une autre, une conversation coupée par un message. Et à la fin de la journée, on n'est pas fatigué d'avoir pensé, on est fatigué d'avoir été déplacé. Ce qui explique un phénomène que beaucoup de gens constatent sans le comprendre. Ils n'arrivent plus à lire. Pas parce qu'ils ne savent plus, parce que lire demande de laisser l'attention posée au même endroit assez longtemps pour que quelque chose s'installe. Et une attention qu'on a déplacée toutes les 8 secondes pendant 10 ans ne sait plus rester. Elle revient d'ailleurs exactement comme le reste. Il faut quelques jours désagréables et puis ça revient. Bon, toute cette histoire serait un peu trop propre si on s'arrêtait là. Je ne suis pas en train de te dire que la vie intérieure rend heureux. Ce serait plus vendeur et ce serait faux. Les gens qui ont le plus de vie intérieure ne sont pas les plus tranquilles, souvent c'est même l'inverse. Regarder les choses en face, ça complique l'existence. Ça oblige à voir ce qui ne va pas dans son propre comportement, à remarquer les endroits où on triche, à ne plus pouvoir se raconter certaines histoires. Un automate, lui, ne souffre pas de ça. Il fait sa journée, il rentre, il regarde, il dort. Ce n'est pas une vie malheureuse, il faut le dire clairement. Alors pourquoi s'embêter ? Parce que c'est la seule façon d'être quelqu'un plutôt que quelque chose. Et ce n'est pas une phrase pour faire joli. Tout ce qui te distingue vraiment d'un très bon programme, c'est ça. Un programme peut travailler, décider, répondre, faire des blagues, consoler quelqu'un. Il peut même conduire, mieux que toi, 20 minutes, 4 feux rouges, un rond-point. Ce qu'il ne fait pas, c'est remarquer qu'il est en train de le faire.
Et c'est en train de devenir la question de notre époque, alors qu'on croyait que ce serait une question de science-fiction. Elle ne se pose pas du tout comme on l'imaginait. Personne ne se demande si les machines vont devenir humaines. La vraie question est dans l'autre sens. L'homme de 1917 l'avait vu arriver, et je crois que c'est pour ça que son texte, malgré tout ce qu'il a de daté et de bancal, continue de circuler 100 ans après. Il n'a pas décrit une invasion, il a décrit une démission. Il y a une dernière chose, et c'est celle qui me paraît la plus importante de tout ce qu'on s'est dit. Elle concerne ce qui se passe quand tu essayes. Parce que si tu écoutes ça, il y a de bonnes chances que tu te sois déjà dit, quelque part vers le milieu, que tu allais faire quelque chose. Laisser un trou, faire le trajet sans rien, poser le téléphone une soirée. Et il y a de très bonnes chances que tu ne le fasses pas. Ce n'est pas un reproche, c'est la chose la plus ordinaire du monde, et il vaut mieux savoir pourquoi maintenant que d'être déçu dans 3 jours. Voilà ce qui se passe très concrètement. Tu vas décider de faire le trajet du retour sans rien. Tu vas monter dans la voiture, et pendant les 30 premières secondes, tout va bien. Tu te sens même plutôt content de toi. Puis il va se passer quelque chose que tu n'attendais pas. Tu ne vas pas t'ennuyer, tu vas devenir nerveux. Une sorte d'agitation va monter, avec l'impression très nette qu'il faudrait faire quelque chose, que ce silence est un gâchis, que tu pourrais au moins écouter un truc utile pendant ce temps. Ta main va aller vers le bouton sans que tu l'aies décidé, et tu vas la voir partir comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et si tu tiens, si tu ne rallumes pas, la nervosité va monter encore un peu, atteindre un sommet quelque part vers la 5e ou 6e minute, et puis retomber d'un coup. Après ça, c'est facile. Le reste du trajet passe tout seul. Presque personne ne dépasse la 6e minute, et c'est bien dommage parce que toute l'affaire se joue là. Ce sommet-là, ce n'est pas de l'ennui, c'est ce que ressent n'importe quel organisme à qui on retire quelque chose dont il a pris l'habitude. Ça monte, ça culmine, ça redescend. Toujours dans cet ordre, et toujours dans ces durées-là. Donc si tu ne devais retenir qu'une chose pratique de tout ce qu'on s'est dit, ce serait celle-là. Le mauvais moment dure environ 5 minutes. Ce n'est pas rien 5 minutes, mais ce n'est pas non plus une montagne, et surtout, ça se termine. Le problème, c'est que personne ne prévient. On croit que ne rien faire, c'est reposant. Alors quand on essaye et que ça produit de l'agitation, on en conclut que ce n'est pas pour nous, qu'on est trop nerveux, qu'on n'y arrive pas. Alors qu'on est simplement au milieu du passage. Et je pense qu'on est nombreux à avoir abandonné là. Pas par manque de sérieux, par manque d'information. Il y a d'ailleurs un endroit où presque tout le monde traverse ce passage sans le savoir et où presque tout le monde en ressort content. C'est la marche. Pas la promenade avec quelqu'un, pas la marche sportive avec de la musique. Marcher seul, sans rien, sans but précis, assez longtemps. Les premières minutes sont désagréables, on se sent bête, on se demande ce qu'on fait là, on a envie de rentrer. Et puis ça passe, exactement comme dans la voiture, et il se met à arriver des choses. C'est probablement pour ça que tant de gens qui n'ont rien à voir entre eux, à toutes les époques et sous tous les climats, ont fini par dire la même chose sur la marche. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Un corps occupé, une tête libre, et assez de temps pour que le mauvais passage soit derrière. Et ça ne demande aucune croyance, aucune discipline et aucun matériel. Et si tu t'y mets, voilà ce qui va vraiment arriver. Les premiers jours, il ne va rien se passer d'intéressant. Tu vas surtout constater à quel point ta tête est encombrée. Des listes, des choses à faire, des bouts de conversation, des morceaux de choses vues. Ça tourne en désordre et ça n'a l'air d'aller nulle part. C'est normal. C'est ce qui n'a pas été digéré depuis longtemps qui remonte en premier, dans le désordre. Au bout de quelques jours, ça se calme, le désordre diminue. Et là, autre chose commence à apparaître, plus lentement et beaucoup plus intéressant. Des choses anciennes. Des gens que tu n'avais pas revus depuis longtemps, y compris dans ta tête. Des envies que tu avais laissées tomber sans même remarquer que tu les laissais tomber. Des questions que tu te posais à 20 ans et qui n'avaient jamais été réglées, juste couvertes. Et parfois,
Des choses qui ne font pas plaisir. Une décision que tu sais mauvaise depuis longtemps. Une relation où tu n'es pas honnête. Un endroit de ta vie où tu fais semblant. Voilà pourquoi le silence est difficile. Ce n'est pas parce qu'il est vide. Alors on va se quitter là-dessus, sur quelque chose de très petit que tu peux vérifier toi-même. Demain matin, tu vas prendre ta voiture, ou le bus, ou le métro, ou tes chaussures, peu importe. Tu vas faire ce trajet que tu fais tous les jours et dont tu ne te souviens jamais. Fais-le sans rien. Pas de musique, pas de radio, pas d'émission, pas de conversation. 20 minutes de rien. Ça va être long, tu vas t'ennuyer, tu vas peut-être t'agacer. Et à un moment, quelque part entre le 2e et le 3e feu rouge, il va se passer une chose minuscule. Une pensée va arriver, une vraie, une qui n'était pas venue depuis longtemps, et tu ne sauras pas d'où elle sort. C'est tout, il n'y a rien de plus. Cette pensée-là, celle qui arrive au 3e feu rouge, c'est ce qu'un homme croyait qu'on nous prendrait un jour. Personne ne nous l'a prise. On a juste arrêté de lui laisser de la place. Et la seule question qui reste, maintenant que tu sais ça, c'est de savoir combien de temps tu vas tenir avant de rallumer la radio.